puis c'est toujours bien de communiquer avec d'autres personnes qui ont des chambres d'hôtes. Ça donne des idées. Enfin, c'est quand même une communauté pardon, très, très sympa et bienveillante. Bonjour à tous et bienvenue sur Les Clés du Gîte, le premier podcast à donner la parole à des propriétaires de gîtes et de chambres d'hôtes. Je m'appelle Laura et je suis moi-même gérante du gîte Le Moulin de Bernard depuis janvier 2019. Dans ce podcast, je vous propose de découvrir chaque premier jeudi du mois le témoignage d'un hôte en activité. Ensemble, nous retraçons son parcours, ses difficultés, les obstacles auxquels il a été confronté, mais aussi ses réussites pour vivre de sa passion au quotidien. J'invite également à mon micro tous les troisièmes jeudis du mois un expert qui nous partage ses connaissances et recommandations pour que vous ayez toutes les clés en main pour lancer votre projet. Les Clés du Gîte, c'est le podcast qui vous accompagne en faisant de nos expériences votre réussite. C'est parti pour l'épisode du jour. Nous sommes en pleine saison, les journées peuvent être longues et intenses, alors je me suis dit qu'il était temps que je vous surprenne en vous offrant un nouveau hors-série, Les Crémaillères. Je me suis rendue à Pézenas à la rencontre de Laure Pressigou, qui fêtera le 5 août prochain le premier anniversaire de sa magnifique maison 1634. On peut dire que Laure sait où elle va et ne laisse aucune place au hasard. Pendant 1 an, elle a mené d'une main de maître les travaux de son futur établissement. Avant même d'avoir fait l'acquisition de la maison, Laure avait choisi son channel manager, déterminé le nombre de chambres, décidé de la décoration, savait parfaitement ce qu'elle souhaitait pour cette nouvelle aventure entrepreneuriale. En faisant le montage de son témoignage, je me rends compte à quel point cet épisode est riche et aborde une multitude de points. Laure nous explique comment elle s'est organisée pour construire le projet, ce qui comptait pour elle, la place qu'elle donne à sa vie de famille et ce qui lui permet aujourd'hui de vivre de sa passion. Il n'y a plus aucun doute, Laure Pressigou de Maison 1634 est happy et c'est communicatif. Bonne écoute à tous. Bonjour Laure, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à participer au podcast. Tu es la propriétaire de la maison 1634 à Pézenas, une maison d'hôte dans le département de l'Hérault. Peux-tu nous dire quelques mots sur toi et ton parcours, s'il te plaît ? Bonjour Laura, merci beaucoup pour ton invitation. Du coup, je m'appelle Laure Pressigou. Nous avons ouvert une maison d'hôtes à Pézenas en août 2020, donc ça fera 1 an cet été. Je suis originaire de Charente. Avant d'ouvrir cette maison d'hôtes, j'ai été salariée pendant 7 ans dans une société qui produit et vend du vin. Et je suis tombée enceinte de Marius et nous avons décidé de monter ce projet de chambre d'hôte. Vous étiez déjà installé dans la région ou le projet a carrément ouvert l'opportunité de déménager et autres ? On était déjà dans la région, on n'habitait pas très loin. En fait, ce projet de chambre d'hôte, on pensait le réaliser plus tard. On s'était dit à 40 ans, je pourrais ouvrir notre maison d'hôte. Et puis finalement, l'arrivée de Marius a un peu accéléré le projet. Et aussi parce que j'ai eu la chance financièrement de pouvoir le faire grâce à une succession pardon, familiale. D'accord. Alors comment vous avez mis en place le projet ? Quelles ont été les premières étapes ? J'imagine que ça a été de définir la localité, puis après peut-être de chercher un bien ? Du coup, pour la localité, au tout départ de nos recherches, on cherchait dans l'Hérault, aux alentours de Béziers, car mon conjoint travaille à Béziers. Et puis on a eu un premier bien qui nous a plu. On a fait des démarches pour l'acquérir et puis notre déclaration de travaux n'a pas été acceptée. On ne pouvait pas réaliser du coup notre projet dans ce bien qu'on avait vu. Et, euh, et Marius est arrivé en même temps. Du coup, ensuite, on a vraiment ciblé la ville de Pézenas et uniquement Pézenas parce que c'est une ville qui est très touristique et où il fait aussi très bon vivre. C'était le bon compromis entre l'attractivité touristique et notre vie perso. Du coup, globalement, on a mis 1 an et demi avant de trouver le bien parfait pour ouvrir notre maison d'hôte. Donc c'était déjà dans l'objectif d'ouvrir une maison d'hôte et pas un gîte.
Tout à fait. Dès le départ, nous souhaitions ouvrir, une chambre d'hôtes, pour avoir de l'activité, en fait, toute l'année. On a la chance à Pézenas d'être un carrefour, c'est très, très bien localisé, on est proche d'autoroutes et du coup, ça me permet d'avoir, pas mal de professionnels hors saison qui viennent, du coup, dans notre maison d'hôtes. D'accord. Est-ce que tu as fait le choix de te former ou d'être accompagnée pour ce projet? Alors, je n'ai pas fait de formation jusqu'à l'ouverture. Cependant, j'ai effectué, une formation, à la licence, d'exploitation, pour vendre du vin. J'ai effectué cette formation la semaine dernière. Je pense, faire la formation hygiène et sécurité, courant septembre. Et ensuite, j'ai été accompagnée en effet, d'un cabinet comptable, pour toute la partie, création de société juridique. D'accord. Vous disposiez de quel budget pour vous lancer dans l'activité? J'imagine, qu'il y avait du coup l'achat d'un bien. Est-ce que vous anticipiez des travaux ou pas? Oui, tout à fait. Dès le départ de notre projet, nous souhaitions justement acquérir un bien où nous avions, une grosse partie de travaux à réaliser afin de mettre le bien vraiment, à notre goût. C'est vrai qu'on a choisi de faire cette activité, surtout moi parce que j'adore la décoration et du coup rénover un bien nous a permis de le mettre à notre image, de l'aménager exactement comme on souhaitait. Du coup, l'immobilier est assez cher, à Pézenas, même si ça reste encore assez raisonnable. Mais on a eu un budget global, notre maison plus du coup notre maison qui est accolée à la partie chambre d'hôte. On a eu un budget en tout avec les travaux et l'acquisition de 800 000 euros. D'accord. Est-ce que vous avez fait un emprunt bancaire? Oui, tout à fait. Nous avons fait un emprunt bancaire et mon conjoint a gardé son activité, ce qui nous a justement permis d'avoir cet emprunt. D'accord. C'était un emprunt du coup à titre particulier et non pas à titre professionnel? Tout à fait. L'emprunt a été réalisé 100% à titre privé. Toi, tu avais déjà quitté ton travail? Est-ce que tu avais une rupture conventionnelle éventuellement ou pas du tout? J'ai quitté mon travail, quelques mois après avoir acquis la maison et du coup, j'avais le droit au chômage, pendant 2 ans, ce qui allait bien entre la partie travaux et le lancement de l'activité. Ça m'a permis, d'avoir, des revenus pendant, 2 ans, heu, suite à un abandon de poste en fait, j'ai pas pu avoir de rupture conventionnelle, donc du coup, c'était un abandon de poste. Donc les travaux, ont débuté, vous aviez déjà Marius, mais il était tout petit ou tu étais encore enceinte? On a acheté la maison en mars, donc Marius avait 6 mois et on a fait, les travaux. En fait, on a fait faire tous les travaux. J'ai été le maître d'ouvrage, du coup, de toute la rénovation avec Marius, sur mon dos, la moitié du temps parce il allait à la crèche un petit peu, mais vraiment très peu. Du coup, Marius a été l'assistant chef de chantier. J'espère qu'il avait des bonnes propositions. Exactement, il a tout suivi et aujourd'hui, il est vraiment, il est très, pardon, très sociable et il aime beaucoup les travaux, du coup. Est-ce que pour ton mari, c'était difficile de voir grandir ce projet et en même temps, lui, garder son activité? Est-ce qu'il y avait une part de frustration de ne pas pouvoir s'impliquer peut-être encore davantage ou, comment il l'a vécu? Je pense que c'est très bien en tout cas pour nous, qu'il ait gardé, conservé son activité. Au contraire, lui, ça lui permettait d'avoir sa bulle et puis mon activité et mon activité vraiment. On est quand même, dans le projet, on est vraiment, scindés. C'est moi qui gère la partie, maison d'hôtes et même pour les travaux, bien évidemment, il m'a aidée, bien évidemment, le week-end, on travaillait ensemble, mais mais cependant, c'était plutôt un avantage, d'avoir, qu'il ait son activité et qu'il ait conservé son activité. Ça permettait de trouver un équilibre, qui était important. Combien de temps de travaux ont été nécessaires? Un peu moins d'1 an.
Ça a été, ce qui est du coup assez court parce qu'on a rénové, 300 m². Notre maison plus la partie chambre d'hôte fait 300 m². Donc on a tout refait, hein, de la toiture, au sol, en passant par, même des étages qui ont été refaits. Enfin bref, on a tout refait donc en 1 an. Ça a été assez rapide finalement. Vous saviez à quelle date vous vouliez ouvrir et quelle serait la durée des travaux, que vous pouviez assumer? Oui, alors malheureusement, on pensait ouvrir en mars, 2020, donc mais avec le covid, les travaux ont pris du retard et du coup, on n'a pu ouvrir qu'en août. Au début, on se mettait la pression et puis, finalement, on s'est dit: «On finit tout bien». C'était très important pour moi, que tout soit parfait dès l'ouverture, d'autant plus que nous avons ouvert, du coup, le 5 août, donc en pleine saison. Tous les établissements de Pézenas, étaient complets et du coup, en ayant ouvert et mis, notre maison d'hôtes à la location sur les différentes plateformes le 5 août, nous avons été complets du 7 au 28 août, parce que tous les établissements de Pézenas étaient fermés et du coup, j'ai été lancée dans l'activité très rapidement. Pendant les travaux, il fallait commencer à travailler le site internet, la commercialisation, votre grille tarifaire, le choix des plateformes et cetera. Comment tu as travaillé sur tout cet aspect-là? En fait, on avait vraiment anticipé cette partie-là. Notre projet, avant même d'avoir trouvé la maison, lorsque nous ciblions Pézenas, du coup, je savais exactement le nombre de chambres que je souhaitais, le style que je souhaitais, ce qui nous a permis, du coup, lorsque nous avons souhaité créer notre site internet, ça a été assez fluide. Même dans la rédaction des textes et cetera, évidemment, je les ai rédigés, uniquement uniquement quand on avait entamé les travaux et trouvé la maison. Mais, mais ça a été, assez facile et ensuite, je me suis fait aider pour la création du site internet. J'ai trouvé, voilà, Marine qui a été, super, qui nous a fait un très beau site et pour la partie photo, par exemple, je sais qu'on a ouvert le 5 août, mais les photos ont été réalisées, 1 semaine avant. Donc c'est vrai que sur la fin, ça a été, assez speed, mais on avait, tout le principal, je trouve, c'est d'anticiper, de préparer, pour pouvoir prendre son temps mais bien le réfléchir et du coup, identifier tous les aspects de la communication, du développement. Le channel manager, on utilise un channel manager pour diffuser notre offre sur plusieurs plateformes. Ce channel manager, je l'ai choisi avant même d'avoir trouvé la maison, par exemple, voilà, la maison que nous avons achetée. Toute cette partie-là, je l'avais anticipée vraiment en amont du projet. Et qu'est-ce qui t'a aidé à pouvoir anticiper tout ça justement? Comment tu as su, aussi facilement quoi facilement, comment tu as su, que tu voulais que 3 chambres, que tu les voulais, d'un tel standing, que tu trouvais les mots facilement pour décrire le bien? Comment c'est venu tout ça? Les 3 chambres, c'est ce qui me semblait le plus judicieux par rapport à la charge de travail et le bien ensuite quand on l'a trouvé s'y prêtait bien. On a fait toute une analyse des établissements présents sur Pézenas, du coup pour pouvoir établir nos prix. C'était la partie la plus importante. Je pense que l'analyse de la concurrence et ce qui se fait autour, c'est vraiment un point primordial dans le projet. Vous l'avez fait vous-même ou tu l'as confié à une agence? Non, je l'ai fait moi-même. Après, c'est beaucoup de recherches, sur internet, beaucoup de temps passé. Malheureusement, il y a pas vraiment de plateforme aujourd'hui qui existe et qui donne toutes les clés en main. Donc du coup, en fait, j'ai fait vraiment un business plan, très complet, mais que j'ai créé moi-même de toutes pièces parce que j'ai rien trouvé, qui s'y prêtait. Et on a réalisé ce business plan aussi car on a fait appel à la région et au département pour avoir des aides et des subventions. Donc du coup, en complétant aussi ces dossiers de subvention, on s'est rendu compte des points
qu'il fallait valider, qu'il fallait compléter, donner des indications sur certains points et c'est ce qui a permis de créer le business plan. Ça s'est complété. D'accord. Tu as dû créer une société, puisque c'est devenu ton activité principale, il me semble? Oui, tout à fait et c'était d'ailleurs un prérequis, par exemple pour les aides de subvention de la région, Occitanie. Il faut avoir une société et comme c'était mon activité principale, ça nous semblait plus cohérent, voilà, de créer. Du coup, on a créé une SAS. L'avantage de l'SAS, c'est la flexibilité dans ses statuts, et la couverture pour l'assurance maladie. Je pense à ça parce qu'on a un enfant, on souhaite avoir plusieurs enfants et du coup, c'est ce qui, me permet d'avoir le plus d'avantages et d'être le mieux couvert pour les prochaines, maternités. Tu nous as dit que tu avais confié les travaux, à différents, artisans. Pour l'aménagement, comment ça s'est passé? Comment tu as fait le choix du mobilier? Où est-ce que tu l'as trouvé? Est-ce que, tu as inspecté Pinterest pendant des heures? Où est-ce que tu es allé chercher l'inspiration? Pinterest et Instagram sont en effet de grandes sources d'inspiration. L'aménagement pour le coup, et la déco, je m'en suis occupée et c'était, ma plus grande partie de plaisir et c'est d'autant plus agréable qu'aujourd'hui, lorsque nous recevons des hôtes, ils complimentent souvent la décoration. Alors, c'est vrai que ça me fait très plaisir. Voilà, en fouillant sur Pinterest, Instagram. Après, je suis restée, dans le choix des fournisseurs, sur des références que j'avais à titre personnel, hein. On a acheté beaucoup sur La Redoute et à MPM. Et ensuite, pas mal d'objets chinés sur Le Bon Coin, évidemment, et aussi chez les antiquaires. On a la chance à Pézenas d'être connu pour la richesse de nos brocanteurs et antiquaires. Et c'était aussi sympa d'avoir des objets chinés dans nos chambres d'hôtes pour faire un clin d'œil justement à toutes les boutiques qu'on peut retrouver sur Pézenas pour chiner. Et Emmaüs aussi. Un petit peu d'Emmaüs. Et tu as commencé à acheter du mobilier et des équipements en même temps que les travaux, j'imagine? Tu stockais chez toi? Tu arrivais quand même à te projeter tant que les travaux n'étaient pas terminés? En fait, le mobilier, je l'ai acheté tout de même, vraiment vers la fin des travaux parce qu'on a meublé en juillet. L Toutes les chambres ont été meublées en juillet pour ouvrir en août. Donc c'était vraiment, du dernier moment, mais c'est vrai que même avec les délais de livraison, il faut s'y prendre à l'avance, parce que, parfois certaines voilà, le mobilier, on peut avoir des délais de livraison d'un mois, donc il faut s'y prendre à l'avance. Mais, tout simplement, des PowerPoint, avec les différents produits collés les uns à côté des autres, des images, des mood boards, pour voir si les éléments, choisis, allaient bien ensemble. Les luminaires, je pense à ça, on a pris sur Zangra. Je recommande ce site parce que c'est quand même très joli et à des prix assez accessibles. La literie, par exemple, c'est vrai qu'on a tout pris sur la Redoute et on s'est fait livrer. En effet, alors je me souviens, on a été livré début juillet et en fait, on a loué un garage à proximité de la maison quand même pour stocker les affaires en attendant de pouvoir meubler les chambres. En ce qui concerne les travaux, ça consistait en quoi exactement et quel corps de métier, a dû intervenir? On a on a vraiment refait, toute la maison, donc on a fait appel à un couvreur pour la toiture. On avait un magnifique rooftop en plein juillet l'année dernière. Il y avait plus du tout aucune tuile, c'était magnifique, on voyait tout Pézenas, c'était très, très beau. J'ai hésité à laisser comme ça, mais bon, les architectes des bâtiments de France n'auraient pas été très d'accord. Ça a été une partie pas très rigolote du projet, c'est que comme on est dans un secteur sauvegardé, on a eu beaucoup de démarches,
administratives à faire auprès de la mairie, mais ce qui est normal, hein, ça évite de saccager des biens, donc ça va dans une bonne démarche. On a fait appel à un plaquiste, un plombier, un électricien, un carreleur, un maçon, vraiment tous les corps de métier. Et du coup, dans ce cas-là, c'est vrai que ma présence tous les jours sur le chantier était primordiale pour pouvoir pour que tout le monde s'accorde en termes de timing, etc. Donc ça n'a pas été évident, mais ça se fait. Voilà, le résultat est là, donc tant mieux. Et après, c'est vrai que je gérais aussi l'approvisionnement des matériaux. J'allais, voilà, à Leroy Merlin, à As de Carreau, enfin bref, chez tous les fournisseurs, tous les jours, avec Marius, beaucoup. Euh, on a, on a pour la partie des travaux, on avait une voiture, on avait un utilitaire qu'on a eu juste pour la partie des travaux. Je recommande parce que ça évite d'abîmer sa voiture que d'avoir un utilitaire, voilà, pour se balader. Les travaux, ça a pas été, ça c'est, j'en rigole aujourd'hui, hein, mais ça a été évidemment très, très éprouvant comme toutes les rénovations de maison. Mais là, c'est vrai qu'on a fait vraiment des gros travaux. Un point important, on a installé un ascenseur. En fait, quand on s'est lancé dans le projet, comme on allait refaire toute la maison, il fallait installer un escalier ou un ascenseur ou les deux. En fait, la partie chambre d'hôte est vraiment distincte de notre maison, même si elle est accolée. Les personnes peuvent accéder à leur chambre sans passer par notre escalier. Et du coup, dès le début du projet, j'ai souhaité que l'on installe un ascenseur, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une chambre qui est adaptée aux personnes à mobilité réduite. C'était vraiment important pour moi, voilà, quitte à tout refaire, bon, en termes d'investissement, c'est en effet un peu plus important d'installer un ascenseur. Ça nous a coûté environ 20 000 euros entre l'ascenseur et la cage d'ascenseur réalisée par le plaquiste. Mais je ne regrette absolument pas cet investissement qui nous permet d'être adapté alors que il n'y a aucune obligation en tant que chambre d'hôte à être adaptée aux personnes à mobilité réduite. Mais, euh, mais c'était vraiment ce qui... Enfin, on est très content de l'avoir fait. Est-ce qu'il y a une partie de la maison qui n'est pas encore rénovée? Ou vraiment vous avez fait tout ce qu'il y avait à faire? Ou est-ce que vous gardez encore une petite partie, pour plus tard? Non, on a tout refait. Simplement, le jardin, aujourd'hui, on a une piscine, mais on souhaiterait la changer. Euh, elle me convient pas. Elle était déjà là quand on a acheté la maison et elle convient, hein, mais personnellement, elle n'est pas à mon goût. Donc, du coup, nous souhaitons la faire refaire pour l'été prochain et du coup en profiter pour faire une piscine chauffée afin qu'elle soit ouverte presque toute l'année parce qu'on a la chance dans le sud d'avoir le soleil quand même une bonne partie de l'année. Donc ça, on souhaiterait le refaire. Après, c'est vrai que quand nous, on a aménagé, évidemment, dans notre partie à nous, il y a encore quelques finitions à refaire, voilà, mais vraiment le gros des travaux était fait et les chambres d'hôtes, elles étaient complètement finies pour l'ouverture. Ça ne te faisait pas peur d'avoir ta partie privée accolée aux chambres d'hôtes? Cette proximité-là ne te dérangeait pas? Non, ça ne nous faisait pas peur et dans tous les cas, on sait que dans un projet de chambre d'hôte et ben ça fait partie du projet que de vivre à proximité, de nos hôtes. Après, on a quand même distingué les espaces de vie. En effet, nous avons 2 cuisines, une cuisine pour nous, une cuisine pour les chambres d'hôtes et un salon, un espace, voilà, réception, là où je dresse les petits déjeuners. C'est distinct de notre maison. C'est vraiment un espace qui est dédié aux hôtes. Dans notre projet de piscine, justement, l'objectif, c'est de faire du coup 2 piscines. Une piscine pour les chambres d'hôtes et une piscine pour nous, pour c'est plus pour la tranquillité de nos hôtes avec Marius, même si Marius est très agréable et très gentil. C'est voilà pour que quand les hôtes souhaitent profiter de la piscine et que Marius, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu aucun souci, hein,
Mais pour plus de tranquillité, on souhaite plus encore séparer notre jardin de celui des autres, proposé aux autres. Mais vu la configuration de notre maison, et c'est vrai que c'est ce qui a fait qu'on a mis du temps avant de trouver la maison, on a deux entrées distinctes, voilà, une entrée pour nos hôtes, une entrée dans notre maison. Ça a été vraiment un de nos critères de choix pour la maison, que de pouvoir faire deux entrées distinctes. De cette façon, on est quand même autonome, les personnes peuvent rentrer dans les chambres d'hôtes, même si je ne suis pas là. On a mis un digicode en fait à la porte d'entrée. Du coup, les personnes peuvent être autonomes. Et je pense que aujourd'hui, c'est important, même pour les hôtes, d'avoir cette autonomie-là. Et je pense que le marché des chambres d'hôtes a un peu évolué. euh, et les gens recherchent des petites adresses. Voilà, ils veulent d'avoir trois chambres. Ils aiment bien ce côté familial. Ils apprécient beaucoup que je vienne être avec mon fils, etc. Mais ils aiment aussi avoir leur indépendance, leur cuisine. Parfois, la cuisine, en fait, on la met à disposition. Elle n'est pas faite pour que nos hôtes fassent de la grande cuisine, mais, et notamment là avec le Covid, si les personnes souhaitaient faire réchauffer un plat, se faire livrer, et ben, du coup, ils pouvaient profiter de la cuisine et manger en toute autonomie. Vous avez ouvert en août 2020. Avec le peu de recul que tu as, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment? Non. Pour le moment, Original? pour le moment, non. Alors, on a évolué déjà en plus, hein, on s'adapte. Alors, en effet, en août, on ne proposait pas, on a mis en place depuis 2 semaines un coin snacking avec des olives, des tapenades. Voilà, on évolue. Après, rien n'est figé. Donc, les personnes aiment pouvoir grignoter un bout sur notre terrasse. D'autant plus là avec le Covid et avec la fermeture des bars et des restaurants. Alors évidemment, on impose des plages horaires quand on est complet. On impose des plages horaires pour que voilà que la distanciation sociale soit respectée, etc. Mais non, 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 sincèrement, pour le moment, mis à part ce coin épicerie qu'on adapte, hein, mais euh, mais on est assez content. Pour le moment, on s'est pas trop trompé, je crois. Pour ce service de petite restauration, est-ce que tu as dû, passer une licence, faire une formation spécifique? Oui, du coup, j'ai passé récemment la formation hygiène. C'est vrai qu'initialement, je pensais que la formation hygiène ne concernait que les produits transformés, mais non. Nous devons passer cette formation, même dans le cadre, même si on ne fournit uniquement, par exemple, je propose des planches de charcuterie fromage que je prends chez un traiteur. Et même rien que le fait de proposer ça, on doit passer une formation à l'hygiène. Et ensuite, on propose des boissons. Et du coup, là, j'ai passé le permis d'exploitation à la licence. Et j'ai demandé la licence 3 et la licence restaurant. C'est payant du coup? Oui, tout à fait. Alors, la formation hygiène, elle peut, et même la formation au permis d'exploitation à la licence 3, ça peut être pris en charge en partie, mais pour le moment, j'ai pas fait les démarches. Ça peut être pris en charge par son compte individuel de formation. Je me rappelle plus du terme exact aujourd'hui. CPF, voilà. Alors, je sais que là, la formation au permis d'exploitation, c'était 240 euros. Et la formation hygiène, c'est un peu plus de 400 euros. Oui, donc c'est quand même un budget, il faut quand même l'anticiper, quoi. Tout à fait. C'est un budget. Est-ce qu'il y a d'autres prestations que tu proposes ou que tu aimerais mettre en place, dans le futur? Aujourd'hui, on travaille avec une masseuse. On propose des massages en chambre à 70 euros de l'heure. C'est une personne de Pézenas qui vient, qui se déplace avec sa table de massage et ça marche bien. Voilà, elle est formée au massage ayurvédique. Les personnes apprécient beaucoup ce service que je propose. Et après, on propose aussi des petits extras, des bouquets de fleurs, des pétales de rose dans la chambre. En fait, comme on a une chambre avec une baignoire balnéo double, donc qui se prête bien à ce côté un peu romantique, les personnes
apprécient avoir quelques pétales de rose dans la chambre et je prends beaucoup de plaisir d'ailleurs à faire ce petit cocon et à entendre, les hommes ou les femmes, enfin souvent les femmes, trouver ça très joli donc c'est très agréable, les personnes aiment beaucoup. Génial. Pour la masseuse, est-ce que c'est un partenariat? Est-ce que, tu fais juste l'intermédiaire et par exemple, tes clients la payent directement? Est-ce que c'est toi qui encaisses et tu reverses une partie à la masseuse ou est-ce que tu prends une commission sur sa vente? Comment vous avez fait cette collaboration? Alors en effet, c'est un partenariat. Normalement, les personnes règlent directement à la masseuse et je ne facture rien en fait. C'est juste un service que je propose. Je mets en relation. C'est vrai que c'est moi qui prends. Voilà, quand les personnes me disent qu'elles sont intéressées par ce service, je me renseigne auprès de la masseuse pour voir ses disponibilités. Donc voilà, et après simplement le règlement s'effectue directement avec la masseuse. Sur quelle plateforme de réservation es-tu présente? En fait, on travaille avec un channel manager, qui nous permet du coup d'être présent sur toutes les plateformes, à savoir, Booking, Airbnb, Expedia, Toproom. Je me suis enlevée de Google, et je recommanderais à tout le monde de faire ça parce que, en termes de visibilité après, c'est un peu ça cannibalise en fait, notre propre site internet. Hem et du coup, voilà, on est présent partout et ce channel manager me permet de gérer les prix en fonction des différentes plateformes, en fonction des différentes commissions. En fait, je on a notre site internet, qui est aussi géré par cette plateforme. Enfin, du moins, la partie réservation. Si vous voulez, j'ai mon site internet vitrine et j'ai un lien de réservation qui bascule, vers, cette, plateforme de réservation, mais qui est gérée par mon channel manager et mes prix du coup, sur mon site internet, sont les prix les plus bas et après les commissions, je répercute les commissions sur, Booking, Airbnb et cetera en fonction des différentes commissions, des plateformes de réservation. Est-ce que tu peux nous donner le nom de ce channel manager que tu as choisi? Oui, mais j'ai mis mes réserves sur le channel manager. Et Vivo, mais D'accord. je pense, peut-être changer, parce qu'en fait, au début, j'ai eu des soucis. Alors, c'est vrai qu'une fois qu'on est engagé avec un channel manager, c'est un peu compliqué de changer parce que maintenant que tout est enregistré, ça fait faire du coup 2 fois le travail que de changer. Mais, j'ai eu des mauvaises surprises au début, donc j'ai été un peu refroidie. Maintenant, ça roule, donc je verrai si je change ou pas. Mais aujourd'hui, j'utilise Evivo. Après, ça fait quand même le job, ça permet de générer toutes les factures. Il y a quand même, vraiment, je recommande de passer par un channel manager. Lorsqu'on est redistribué sur plusieurs plateformes comme ça évite le surbooking. On a son planning, c'est quand même une solution clé en main qui est très pratique. Et du coup, tes clients peuvent réserver directement en ligne aussi? Tout à fait. C'est Evivo est aussi un système de paiement, donc je peux même encaisser, avec ce channel manager, les clients quand ils viennent même en direct, hein, sans réserver en ligne. J'ai un coup de téléphone, je me mets sur le planning, j'enregistre la réservation, je peux les encaisser avec la carte bleue. C'est quand même très pratique de passer par un channel manager. Combien ça te coûte par mois? Une quarantaine d'euros, plus après, les commissions. Par exemple, il y a certains sites internet comme Toproom, c'est Evivo qui me refacture la commission. Après, par exemple, Booking, c'est Booking qui me refacture directement la commission. Les différents sites, après, les plateformes ont différents systèmes de réversion de la commission, enfin de facturation, pardon, des commissions. Et quel est le site internet qui te ramène le plus de réservations? Booking. Vraiment pour notre, après je pense que vraiment ça va être différent un gîte par exemple, j'imagine que c'est Airbnb qui doit ramener le plus de clients. Nous, c'est vraiment Booking parce qu'on est presque assimilé à un hôtel dans notre façon de fonctionner. Après de plus en plus de personnes ont le réflexe d'aller sur Booking et de nous appeler en direct. Booking reste, le plus grand, le plus large choix voilà, d'hébergement. Donc, malgré la commission qu'ils prennent, et en effet, c'est pas agréable, mais d'un autre côté, ça nous permet d'avoir une visibilité très importante.
As-tu fait le choix d'être classée par, Atout France et peut-être, d'être affiliée à un label? Oui, tout à fait. Alors on est Gîtes de France 3 épis. Dès le début du projet, c'est vrai que je souhaitais être labellisée par Gîtes de France. Atout France, non, pas encore. Ça fait partie des projets. Et ensuite, on est label tourisme handicap aussi. Grâce à l'ascenseur, on a 3 handicaps validés, voilà, par le label, l'handicap moteur, auditif et mental. À quel moment du processus, de création as-tu, ouvert, le compte Instagram? Dès l'achat de la maison, puisque la première photo est l'acte notarié de l'achat de la maison. Parce que du coup, on a créé le compte, c'est vrai, pour aussi la partie travaux. Au départ, c'était, voilà, beaucoup de photos de travaux et puis bon, aujourd'hui, il y a plus de photos de travaux, il y a uniquement des jolies photos et c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, c'est très, très important. J'ai eu, pas mal de réservations, via Instagram, pas mal de partages et tout de suite, ça fait boule de neige donc c'est super et puis c'est des super rencontres. C'est des personnes qui viennent du coup en ayant vu les photos, de leurs amis, passer un bon moment et c'est le la plus belle des communications, je trouve, en tout cas, c'est vraiment impactant, ça marche bien. Là, j'ai fait récemment venir une super photographe. On avait déjà fait des photos au lancement du projet, enfin pour notre ouverture, des photos très immobilières pour le coup, voilà, des chambres. Là, on a fait un peu plus de contenu avec Charlotte Pelu, qui est venue la semaine dernière, justement pour enrichir encore notre compte Instagram. C'est toujours un plaisir pour toi ou parfois c'est, une contrainte ou c'est chronophage ou c'est, une page blanche de d'animer ce compte Instagram? C'est pas évident. C'est vraiment pas évident, mais par manque de temps, surtout, j'aimerais pouvoir consacrer plus de temps, mais c'est vrai que cette activité, je la jongle aussi avec la vie de famille, avec mon voilà, Marius que je garde, tous les après-midi, tous les mercredis. Du coup, c'est pas je souhaiterais pouvoir m'y accorder encore plus de temps, être plus régulière dans mes posts, voilà, je suis tous les conseils de Cécile et j'aimerais vraiment, mais après c'est très intéressant et puis, c'est super aussi, voilà, de pouvoir regarder, ce que font les autres chambres d'hôtes, c'est, heu, c'est un très bon levier de communication, ça prend du temps, ça prend vraiment du temps, et j'aimerais pouvoir y passer encore plus de temps, mais c'est agréable. Ça permet aussi d'avoir de la reconnaissance, je trouve, et de communiquer, voilà. Et puis c'est toujours bien de communiquer avec d'autres personnes qui ont des chambres d'hôtes. Ça donne des idées. Enfin, c'est quand même une communauté, pardon, très très sympa et bienveillante. Tu parlais de Marius à l'instant. Est-ce que pour toi, le projet de maison d'hôte était cohérent avec, vie de famille, avec, temps à consacrer à ses enfants, et cetera? C'était même, je dirais même que c'est pour ça que le projet est né. J'ai travaillé pendant 7 ans, comme je disais, dans une société, j'étais très investie et c'était pas pour moi conciliable avec la vie de famille d'être autant investie dans l'activité que j'avais et du coup, le projet de chambre d'hôte, non pas que ce soit la tranquillité du tout, mais ça permet d'être autonome, ça permet une grande liberté, qui est du coup primordial pour que je puisse m'occuper de mon fils comme je le fais aujourd'hui. Après, je me lève à 6 heures tous les matins pour pouvoir voilà, faire tous les petits déj. La partie je pense, la plus difficile du coup, c'est les petits déjeuners justement, parce que je souhaite que tout soit pris évidemment quand les autres se réveillent. Souvent, c'est en même temps que le biberon de Marius. Donc, du coup, on a quand même, nous, organisé l'espace de réception au rez-de-chaussée, justement, pour que les autres puissent être autonomes. Voilà, quand ils arrivent, je leur explique et évidemment, tout le monde comprend que la vie de famille est importante et les personnes sont très bienveillantes par rapport à ça. On a mis une machine à café automatique. Voilà, je dresse tout pour que les autres
puisse être autonome. Si, quand je peux être là, je suis là, et avec Marius parfois, et on passe un très bon moment avec les autres. Mais si je ne suis pas là, les autres peuvent quand même profiter de leur petit déjeuner. Et puis après, tout est une question d'organisation. Mais en effet, cette activité permet quand même de s'occuper de ses enfants, et c'est très important. Alors, pour l'instant, on a un enfant. Du coup, on en envisage un second. Voilà, on l'envisage. C'est vrai que, à la différence de quand j'étais salariée, aujourd'hui, dans une telle activité, le projet du second enfant est, disons, plus réfléchi. Voilà. Du moins, ça va être encore une nouvelle organisation à mettre en place, mais quand c'est organisé, tout se passe bien, et les gens nos hôtes en tout cas aussi, sont très bienveillants par rapport à ça. Et c'est ce qui est génial dans cette activité. C'est que, en tant que chambre d'hôte, les gens comprennent qu'ils ne sont pas à l'hôtel, qu'il y a la famille, que Marius peut venir être là de temps en temps, et à chaque fois, c'est des bons moments et des moments de partage. Et, euh, et j'ai jamais eu que personne ne s'est plaint d'un bruit, ou que Marius vienne leur montrer le tracteur alors qu'ils sont en train de prendre leur petit déjeuner. C'est toujours dans la bonne humeur, quoi. Actuellement, est-ce que tu as fait le choix de te faire accompagner ou aider ou de déléguer une certaine partie de tes responsabilités? Tout à fait, le ménage, en fait. Enfin, voilà, c'est la partie que je délègue même totalement. J'ai quelqu'un, une gouvernante plus qu'une femme de ménage, qui vient et en qui j'ai totalement confiance, qui est Isabelle, qui est là depuis le début du projet. Et c'est ce qui fait aussi, je pense, le succès de notre projet, c'est que j'ai une perle rare qui m'aide, surtout, qui connaît la maison. Si jamais je dois m'absenter, et même je sais qu'elle, voilà, elle peut être là, elle connaît toute la maison, elle m'aide sur le ménage, mais pas que sur ça. Si, mais je veux dire, elle est là, et elle connaît toute la maison aussi bien que moi. Donc c'est important, enfin en tout cas pour nous, pour notre projet, c'est aussi pour ça que ça marche. C'est qu'elle est là et qu'elle m'aide beaucoup là-dessus. Et même au tout départ, en fait, Isabelle a travaillé déjà dans des hôtels, donc elle avait aussi l'expérience par rapport au ménage, par rapport au pliage des serviettes, du lit. Elle m'a conseillé, et c'était super, super. Quelle a été la plus grosse difficulté à laquelle tu as été confrontée? La première réservation que j'ai eue, la toute première, mes paramètres sur Booking étaient pas corrects. Et en fait, on a une chambre qui est adaptée pour 2 adultes et 2 enfants, et au tout départ, le paramétrage était, de 4 adultes. Du coup, la première réservation que j'ai eue, donc pour début août, Peter, je m'en souviens vraiment très bien, avait réservé pour 4 adultes, et ça a été, la panique générale, parce que du coup, en plus sur Booking, réservation automatique, pas possibilité d'annuler la réservation de l'hôte sans l'accord de la personne. Je n'envisageais pas que la chambre est pas adaptée pour 4 adultes. Vraiment, c'est pas, c'est un lit, c'est 4 lits 90, enfin un lit 180 et 2 lits 90, mais vraiment j'envisageais pas que ce soit 4 adultes. Et dans la configuration de la chambre, c'est pour une famille, mais pas pour des amis. Ça fait 25 mètres carrés, voilà. Et du coup, ça a été la plus grosse difficulté, parce que mon premier client, j'ai dû l'appeler en lui indiquant que la réservation n'était pas possible, et qu'il fallait qu'on trouve un accord pour qu'il puisse annuler sans que j'ai à lui rembourser de frais. Enfin bref, ça a été pas évident, surtout de l'appeler. Mais après, ça s'est très bien passé. La personne a été très compréhensive. Je lui ai expliqué, voilà, la personne pensait réserver un gîte pour le coup. Donc du coup, je lui ai expliqué que ça correspondait pas à ses attentes, et que pour nous, c'était pas possible. C'est vrai que ça a été la plus grosse difficulté d'ailleurs. Depuis, pas d'autres difficultés. Et puis finalement, chaque problème se résout. Voilà, dans tous les cas, il y a toujours une solution. Il faut faire confiance dans les personnes, parce que les personnes sont compréhensives, bienveillantes. Oui, il faut pas hésiter à jouer la franchise et à expliquer, bah, l'erreur, qu'elle vienne de nous ou de quelqu'un d'autre, mais voilà et rester simple. Mmh mh. Complètement. Ouais. Bien sûr, c'est vrai que la personne, après, je lui ai conseillé du coup d'autres établissements. Voilà, il faut faire preuve d'honnêteté, de franchise, de bonne volonté, et voilà. Et puis tout se passe bien.
tout est faisable, tout est réalisable et puis conjuguer la vie de famille avec une telle activité, évidemment, c'est pas facile tous les jours, hein, mais tout se fait. Faut du courage. Et quels seraient 2 autres conseils que tu ajouterais à celui-ci, justement, pour une personne qui hésiterait encore à se lancer? Avoir confiance en soi, c'est important parce que c'est aussi peut-être quelquefois ça m'a fait défaut et en même temps je sors maintenant forte de même si ça fait que 1 an que nous avons ouvert entre la partie travaux et voilà, il faut avoir confiance en soi, il faut être courageux, c'est certain. Hem, mais tout se fait et avoir confiance en soi, avoir confiance aussi, dans les autres que nous recevons. Ce secteur d'activité, il y a quand même beaucoup de bienveillance. Et là, peut-être aussi du fait de la crise actuelle, mais les gens sont contents de venir chez nous. Si on a le sourire, si on est honnête, tout se passe bien. Voilà. Quand on te demande ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu réponds? Alors ça, c'est une super question. C'est vrai que, alors je réponds gérante de chambre d'hôte, mais gérante, c'est pas très glamour et je trouve que c'est pas du tout représentatif en plus de l'activité. Parce qu'à la fois on est gérante de chambre d'hôte, mais à la fois on fait du jardinage, on fait les petits déj, on fait le ménage quand même parfois, puis on fait de la peinture aussi parce que il y a une petite tache à un endroit. Enfin, donc on fait un peu de tout et ça se résume à gérante de chambre d'hôte. Voilà, je réponds gérante de chambre d'hôte, mais c'est pas très représentatif de tout ce qu'on peut faire. Parce qu'après, et je trouve que c'est un grand avantage de cette activité, c'est qu'on ne s'ennuie jamais parce que il y a plein de choses à faire. Et puis les gens, une autre partie du travail qui est très agréable, c'est qu'on peut leur parler de notre région, on peut leur parler de nos, nos coins à découvrir. Plus c'est secret, plus c'est des petites adresses, plus ils adorent. Et c'est ce qui est très agréable dans cette activité. Alors du coup, ça, je sais pas si gérante de chambre d'hôte représente bien le fait de boire le café en expliquant que la plage la plus sympa, c'est la plage de la Tamaricière qui est à 10 kilomètres de la maison. mais, euh, mais en tout cas, ouais, réponds gérante de chambre d'hôte. Bon, zéro regret alors? Ah non, vraiment zéro regret. Et je vois là, bon, avril, ça a été un peu calme. Du coup, on n'a pas eu d'hôtes pendant une dizaine de jours. Un peu moins, non. Entre deux résas, j'ai dû avoir une semaine, ce qui nous est pas arrivé depuis l'ouverture. Et moralement, du coup, c'était un peu flagada. Et dès que les personnes sont revenues, c'est tout de suite, ça met le sourire, la bonne humeur. Parce que de voir les personnes bien chez nous, de voir aussi les avis, parce que ça fait partie par contre des, des, des points négatifs un peu de cette activité, c'est les avis Google ou Booking qu'on prend très à cœur, évidemment. Mais quand, du coup, c'est des avis positifs, ça fait plaisir, ça met du baume au cœur. Donc, aucun regret et j'espère que l'activité va continuer comme celle-ci. Et l'envie d'aller encore plus loin? De grandir, de développer? Non, pour le moment, mis à part le projet mis à part le projet de piscine qu'on a en effet de refaire. Enfin, je dis non, mais en fait, si, on a pour projet là d'acquérir un autre bien plus petit avec ma maman, pour le coup, qui serait un pied à terre pour ma mère, mais qu'on mettrait peut-être en location, du coup, plus au format gîte ou studio à louer sur Pézenas. Mais après, ce format de 3 chambres, euh, on a plus envie de stabiliser, mais aussi parce que voilà, on a des projets perso comme un deuxième enfant. Donc du coup, on a plus envie de stabiliser sur l'activité telle qu'elle est aujourd'hui, continuer à la faire, voilà, prospérer. Mais il y a encore des choses à faire, comme je disais, Instagram, où on doit être encore plus présent. Il y a toujours des choses à faire. Mais après, en termes de projet plus grand, tout ça, on verra dans 10 ans peut-être. Mais pour l'instant, on capitalise sur ce qu'on a. Voilà. Est-ce que ça nourrit, l'envie aussi, de ton mari de se lancer dans une aventure entrepreneuriale pour lui-même? Ou est-ce qu'il est très épanoui dans son travail et il est d'autant plus heureux de te voir évoluer? Ou,
Voilà, est-ce que chez lui, ça suscite un peu d'envie? Mon mari, nous ne sommes pas mariés d'ailleurs. Mon conjoint non, je rigole. Non, non, mon mari, est directeur général associé d'une société, et du coup, il est très, très pris et donc cette partie entrepreneuriale, il l'a déjà dans son activité. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que moi, il fallait que j'ai une activité qui me permette d'être plus libre et flexible, parce que lui, son activité, lui prend énormément de temps. Donc du coup, il est très épanoui dans son activité, moi aussi. Et pour le couple, pour la famille, je trouve que c'est très bien d'avoir cet équilibre. Pour nous, en tout cas, ça nous correspond bien. Après, dans 20 ans, peut-être que les choses seront différentes, mais pour le moment, on a un bon équilibre comme ça. Comment on peut te contacter, Laure? Par tous les biais. Mail, non, mail, Instagram, téléphone, SMS, non, mais voilà, notre compte Instagram, maison 16 634, pardon, ou notre site internet, maison 1634, ou par téléphone. Je suis joignable à tout moment, tout le temps. Ça fait partie d'ailleurs bah, aussi quelque part des contraintes du métier. C'est vrai que le téléphone, bah, on y est un peu toujours accroché. Mais je pense aussi que là-dessus, on peut trouver un équilibre et les personnes, lorsqu'elles souhaitent réserver aujourd'hui, j'ai tout le temps mon téléphone. Mais finalement, les personnes, quand elles souhaitent réserver, elles nous laissent un message et on peut les rappeler 1 heure après. C'est pas dramatique et c'est un équilibre à prendre, je pense. Toi, tu arrives à le trouver? Tu te sens pas oppressé par, justement cette, disponibilité, dont il faut faire preuve, à l'extrême? Est-ce que tu arrives, vraiment bien à trouver ton équilibre entre vie perso et vie pro? Eh ben, je pense que c'est sur un de tes posts où j'ai vu un commentaire d'une personne qui disait qu'elle regardait son téléphone que le soir et que justement les personnes qui souhaitaient réserver laissaient un message vocal. Ce commentaire, j'ai dû le lire il y a 10 jours. Donc depuis, justement, j'essaie de couper un peu plus que ce que je faisais auparavant. Mais c'est certain, c'est suite à un de tes posts sur Instagram euh, où tu où tu indiquais que tu avais coupé pendant 2 jours et que du coup tu as eu plein de messages après cette coupure. Et je pense que c'est important de couper pour réussir à perdurer dans le métier. Enfin, si on est trop accroché, ça devient trop oppressant. Et, euh, et on est nous-mêmes, on est les seuls acteurs là-dessus. Il faut se forcer, je pense, à couper, voilà, et puis à consacrer un moment aux réservations, aux appels, repasser les coups de téléphone, ça se gère, quoi. Tout à fait. Aurais-tu une petite recommandation, un conseil à partager, un petit tips, pour, nous les hôteliers? Oui, ne pas hésiter à, même si on est chambre d'hôte ou gîte, justement, à passer par des produits, professionnels. En fait, on m'avait recommandé, une société qui s'appelle IPC qui propose des produits, d'entretien, avec de la biochimie, enfin c'est très technique, mais j'utilise en l'occurrence un produit pour les sanitaires qu'il ne faut pas rincer. Voilà, on nettoie avec un chiffon, on vaporise le produit, c'est anti-tartre, désinfectant, bactéricide, enfin bref, ça remplit toutes les grilles, toutes les caractéristiques des produits à utiliser, et notamment avec le Covid. Et c'est vrai que bon, c'est peut-être un peu plus cher, mais ça permet de faire des économies d'eau. Et c'est vrai que c'est intéressant, voilà, de profiter de produits professionnels. Ça peut être intéressant. Super, bah, je mettrai dans les notes de l'épisode, le contact ou, le site internet pour aller, se renseigner. Alors, tu le sais, la tradition, c'est de terminer l'épisode avec 2 questions. La première étant: dans quel gîte ou chambre d'hôte aimerais-tu aller, pour le week-end? Alors, j'aimerais beaucoup rencontrer Julie dans sa chambre d'hôte Jinko à Rouen et aussi faire une petite escapade en Bourgogne chez Tomette Singulière. Génial. Les contacts seront dans les notes de l'épisode également et j'invite tous les auditeurs à aller faire un petit coucou sur leur compte Instagram. Ma dernière question, c'est quelle musique représente le mieux Maison 1634 ou l'état d'esprit de ta chambre d'hôte?
Happy de Pharrell Williams parce que je suis toujours enfin en tout cas quand les autres arrivent, je suis toujours happy et je crois que c'est très important dans l'activité et puis c'est du bonheur vraiment. Vraiment c'est du bonheur donc happy, ça va parfaitement. Ah oui, et puis très chouette chanson. Moi, je suis fan de Pharrell, alors si Pharrell nous écoute, Super. Tu peux venir, ce serait avec grand plaisir. ah là là, ce serait super. Ben écoute, Laure, mille merci pour ton temps, pour ce témoignage, cet échange très agréable. Je suis sûre que nos éditeurs vont prendre beaucoup de plaisir à écouter ton parcours. Ils reviendront vers toi s'ils ont d'autres questions. Avec grand plaisir. Je savais que tu serais très heureuse de pouvoir les accompagner et les aider. Ben voilà, je te souhaite une très bonne continuation et puis je te dis à très vite. À très bientôt. À bientôt Laura. Les clés du gîte, c'est terminé pour aujourd'hui, mais je vous donne rendez-vous sur Instagram pour retrouver les coulisses du podcast. Si l'épisode vous a plu, je serai très heureuse de vous voir en story en train de l'écouter ou de le conseiller autour de vous. On a tous un ami, une collègue ou un cousin qui s'interroge sur l'univers merveilleux des gîtes et chambres d'hôtes, non ? Dans notre métier, les avis clients sont essentiels à notre développement et pour le podcast, c'est pareil. Aussi, je vous serai très reconnaissante de me laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast pour faire connaître l'initiative au plus grand nombre. À très vite pour un nouvel épisode des Clés du Gîte. That's what you want.